Le ciel au-dessus de l'île était couvert de lourds nuages gris, comme si la nature elle-même était en deuil avec moi. J'étais assise au premier rang du funérarium, avec 2 chaises vides à ma droite. 2 chaises que j'avais réservées pour mes fils, William et Antoine. Cependant, je savais qu'elles resteraient vides. Je le savais, mais je les ai laissées quand même. Peut-être par un fol espoir de mère qui ne meurt jamais complètement, peu importe les efforts des enfants pour le tuer. Le cercueil contenant le corps de Théodore était fermé, comme il l'avait demandé. Mon mari n'avait jamais aimé être le centre de l'attention, même le jour de ses propres funérailles. Sur le cercueil reposait une photographie encadrée de Théo, souriant avec en arrière-plan la Côte d'Opale, son lieu de vacances préféré. La photo avait été prise il y a 15 ans, lorsque nous pouvions encore nous permettre nos voyages annuels sur la côte, avant que la maladie ne commence à saper sa santé, avant que les factures médicales ne consument la plupart de nos économies. « Véronique, ma chérie, as-tu besoin de quelque chose ?» demanda doucement Nathalie Parish, ma meilleure amie depuis nos jours de travail à l'usine. Elle était assise à ma gauche, sa main ridée serrant fermement la mienne. Je secouai la tête. De quoi pourrais-je bien avoir besoin? Théo était parti, et mes fils, eh bien, ils avaient fait leur choix. Le funérarium se remplissait progressivement. La plupart des gens étaient nos anciens collègues de l'usine automobile des Automobiles du Nord, où j'avais travaillé comme comptable pendant 35 ans et où Théo avait été ingénieur. Certains étaient venus de loin malgré leur âge et leur santé. Étienne Roland, notre ami de longue date et l'avocat de l'usine, entra en boitillant sur ses jambes fragiles, s'appuyant sur une canne. Béatrice Toussaint, qui avait été mon assistante et était maintenant la chef comptable, vint avec son mari. Même Samuel Morin, l'ancien directeur de l'usine, avait pris l'avion depuis la Côte d'Azur, où il vivait depuis quelques années. Je regardais leurs visages, vieillis, profondément ridés, aux yeux ternes, mais familiers. Ils étaient ma vraie famille, même si aucun d'entre eux ne m'était lié par le sang. La porte de la salle funéraire s'ouvrit à nouveau, et mon cœur manqua un battement. Mais ce n'étaient que les Carpentier, nos voisins. Je me détournai, honteuse de mon fol espoir. « Ils ne viendront pas, » murmurai-je à Nathalie. « Je sais, ma chérie, » serra-t-elle ma main encore plus fort. « Mais nous sommes là, nous tous. » La cérémonie commença à 11 heures précises. Le prêtre parla de la vie de Théodore, de sa gentillesse, de son travail acharné, de notre amour qui avait résisté à 42 ans de mariage. J'écoutais d'une oreille distraite. Ces mots, bien que vrais, semblaient vides sans mes fils, sans leur présence, sans leur adieu à leur père qui, malgré tout, les a aimés jusqu'à son dernier souffle. Mon souvenir me ramena 10 ans en arrière, lorsque notre famille commença à se désagréger. C'était l'été 2015. William avait 34 ans à l'époque, déjà marié à Vanessa, et père de mon premier petit-fils, Léo. Antoine avait 31 ans et venait de se fiancer à Jeanne. Mes 2 fils travaillaient dans l'informatique et rêvaient de créer leur propre entreprise. Un soir, ils sont venus nous voir, Théo et moi, avec une idée de génie, créer une application d'essayage virtuel. Pour commencer, ils avaient besoin de fonds qu'ils n'avaient pas. Les banques refusaient de leur accorder un prêt et les investisseurs ne croyaient pas au projet. « Maman, papa, » dit William, assis à notre table de cuisine. « On a tout bien réfléchi. Si vous vendez cette maison, vous aurez assez d'argent pour le capital de départ. Vous pourrez déménager dans un appartement plus petit, ce qui sera plus pratique pour vous, et dans quelques années, quand l'entreprise décollera, on vous achètera une maison encore plus belle. » Théo me regarda, attendant ma réaction. Cette maison était notre refuge, notre forteresse, que nous avions achetée jeune et remboursée pendant 20 longues années. Nos fils y étaient nés et y avaient grandi, et tous nos souvenirs y étaient conservés. « Non, » dis-je fermement. « Cette maison n'est pas à vendre. »« Mais maman, » s'exclama Antoine, « c'est notre seule chance. Tu veux qu'on travaille pour quelqu'un d'autre toute notre vie ? » « Je veux que vous soyez réaliste, » répondis-je. « Votre projet est trop risqué. S'il échoue, nous nous retrouverons tous sans toi. »« Tu ne crois tout simplement pas en nous, » cria William. « Tu n'y as jamais cru. » Théo tenta de calmer ses fils, suggérant qu'ils cherchent d'autres sources de financement, peut-être en les aidant avec une partie de l'argent, mais sans vendre la maison. Mais ils ne voulurent rien entendre. C'était une trahison. « Très bien, » dit froidement Antoine en se levant de table. « Maintenant, nous savons à quel point vous nous soutenez. » Ils partirent en claquant la porte derrière eux. Une semaine plus tard, William appela pour dire qu'il avait trouvé un investisseur et qu'il n'avait plus besoin de notre aide. Cela aurait dû être une bonne nouvelle,
mais il y avait un ton glacial dans sa voix qui ne s'est jamais complètement dissipé. Leur entreprise a bien démarré, mais a fait faillite après 1 an et demi. La start-up ne pouvait pas rivaliser avec les plus grands acteurs du marché. Ni William ni Antoine n'ont jamais admis que j'avais eu raison dans mes craintes. Au contraire, ils semblaient nous reprocher de ne pas leur avoir donné assez d'argent pour développer l'entreprise à un niveau compétitif. Depuis lors, notre relation était devenue formelle et froide. Les filles s'appelaient pour les fêtes, amenaient parfois les petits-enfants, mais il n'y avait plus de véritable proximité. Théo souffrait de cet éloignement, essayant constamment de reconstruire les ponts. Il les appelait, les invitait à dîner, envoyait des cadeaux à ses petits-enfants. Après plusieurs tentatives de réconciliation rejetées, je me suis repliée sur moi-même, acceptant la situation telle qu'elle était. La voix du prêtre me ramena à la réalité. Il demanda à tous ceux qui le souhaitaient de dire quelques mots sur Théodore. Un par un, ses amis et collègues se levèrent et partagèrent des histoires sur sa gentillesse, son professionnalisme et son sens de l'humour. J'écoutais et hochais la tête, les larmes coulant sur mes joues. Oui, c'était bien mon Théo. Quand mon tour vint, j'eus du mal à me lever. Mes jambes tremblaient. Ma voix se brisait, mais je devais le dire. Théodore était la meilleure personne que j'ai jamais connue, commençai-je. C'était un mari aimant, un père attentionné, un ami loyal. Il ne gardait jamais rancune, cherchait toujours des moyens de faire la paix, même quand d'autres avaient abandonné. Je fis une pause, regardant les chaises vides au premier rang. Théo a cru jusqu'à la fin que notre famille serait de nouveau réunie. C'était son dernier espoir. Après la cérémonie, tout le monde se dirigea vers le cimetière. Une pluie fine tombait, mais personne ne partit. Ces gens, mes amis, sont restés à mes côtés jusqu'à la fin, jusqu'à ce que le cercueil soit descendu en terre, jusqu'à ce que les premières poignées de terre tombent sur le couvercle avec un bruit sourd. Quand tout fut terminé, Nathalie et quelques autres amis me ramenèrent à la maison. Ils aidèrent à organiser la collation funéraire, mirent la table et apportèrent de la nourriture qu'ils avaient préparée eux-mêmes. Personne ne voulait me laisser seule ce jour-là. Le temps s'étirait lentement. Les gens parlaient, mangeaient et se remémoraient Théo, tandis que j'étais assise dans mon fauteuil, hochant la tête et souriant mécaniquement quand il le fallait. À l'intérieur, je me sentais vide, et ni les mots de sympathie ni le soutien amical ne pouvaient combler ce vide. Le soir, tout le monde était parti, sauf Nathalie, qui insista pour rester avec moi pour la nuit. Nous étions assises dans la cuisine à boire du thé, et le silence entre nous était confortable, comme il ne peut l'être qu'entre de très vieux amis. « As-tu regardé ton téléphone ?» demanda-t-elle finalement. Je secouai la tête. « Il n'y a rien, Nathalie. »« Tu n'en sais rien. » Je soupirai et sortis mon téléphone de ma poche. Il y avait une notification pour 2 nouveaux messages. Mon cœur me trahit et se mit à battre plus vite à nouveau. Le premier message était de William. « Maman, désolé de ne pas avoir pu venir. Nous avons une présentation très importante pour des clients qui déterminera l'avenir de l'entreprise. On n'a tout simplement pas le temps pour tes tragédies en ce moment. Léo te passe le bonjour. » Le second était d'Antoine. « Maman, comment vas-tu? Jeanne et moi sommes très occupés et n'avons pas pu nous libérer. Comment comptes-tu diviser l'héritage? William et moi devons planifier notre budget. » Je tendis le téléphone à Nathalie. Elle lut les messages et son visage se crispa de colère. « Ces ingrats » commença-t-elle mais ne finit pas. « Véronique, ma chérie, tu n'es pas obligée de leur laisser quoi que ce soit. Rien. » Je repris le téléphone et le posai face contre la table. « Tu sais ce qui est le plus triste, Nathalie? Théo a espéré jusqu'à son dernier jour qu'il changerait. Chaque fois que son état empirait, il me demandait d'appeler les garçons. Il voulait les voir avant de mourir. Il voulait faire la paix. Et ils ne sont pas venus, dit doucement Nathalie. Non. William a dit qu'il avait une réunion qu'il ne pouvait pas annuler. Antoine a promis de passer le week-end, mais il n'est jamais venu. Théo est mort un mardi matin, sans jamais les revoir. Je regardais la photo sur le mur. Notre famille, il y a 10 ans, avant la dispute, avant l'éloignement. Nous sourions tous, debout devant la côte d'Opale. Théodore avait son bras autour de mes épaules. William et Antoine se tenaient à côté de nous avec leurs femmes, et le petit Léo était assis sur les épaules de son père. « Que vas-tu faire ?» demanda Nathalie. Je détournai les yeux de la photo et la regardai. Le lendemain des funérailles me accueillit avec un silence assourdissant. Pendant près de 43 ans, je m'étais réveillée au son des bruits que faisait Théodore.
Son ronflement léger, le frottement de ses chaussons sur le sol, le tintement des tasses dans la cuisine. Maintenant, tous ces sons avaient disparu, laissant derrière eux un vide oppressant. Nathalie était partie il y a environ 1 heure, me faisant promettre de l'appeler si j'avais besoin de quoi que ce soit. J'ai promis, sachant que je n'appellerais pas. Je ne voulais pas être un fardeau. Toutes ces années, j'avais été une femme forte, gérant les problèmes par moi-même. Je pouvais le faire maintenant. Je sortis du lit et me dirigeai lentement vers la cuisine. Je fis du café. Trop pour une seule personne. Par habitude, je dus en jeter la moitié. Une autre habitude que je devrais perdre. Mon regard tomba sur le téléphone posé sur la table de la cuisine. Les messages d'hier de mes fils étaient toujours là, non lus. Je pris le téléphone et relus les lignes. On n'a tout simplement pas le temps pour tes tragédies en ce moment. Comment comptes-tu diviser l'héritage ? 10 ans s'étaient écoulés depuis ce jour fatidique où Théo et moi avions refusé de vendre la maison pour leur idée d'entreprise. Et la blessure saignait toujours. Pas pour eux, cependant. Pour moi. Ils ne semblaient pas s'en soucier. Ils avaient trouvé leur investisseur, lancé leur start-up, et quand elle a échoué, ils ont simplement tourné la page sans s'excuser ni admettre qu'ils avaient eu tort. Je me souvins comment Théodore avait essayé de réparer la relation. Il appelait William et Antoine chaque semaine, les invitait à dîner, leur rendait visite même quand ils ne se sentaient pas bien. Il trouvait généralement des excuses pour ne pas venir. Et s'ils venaient, ce n'était que pour un court instant, clairement mal à l'aise, comme s'ils accomplissaient un devoir désagréable. Après la faillite de leur entreprise, Théodore leur a offert une aide financière. Ils ont accepté l'argent, mais cela ne nous a pas rapprochés. Au contraire, on aurait dit qu'ils avaient honte de leur échec et nous reprochaient de ne pas les avoir soutenus au départ. Si nous avions vendu la maison, si nous leur avions donné plus d'argent, si nous avions cru en eux, ces accusations tacites flottaient dans l'air à chaque rencontre. Théodore était toujours un optimiste. Ils grandiront, me disait-il. Ils réaliseront que la famille est plus importante que l'orgueil et le ressentiment. Donne-leur du temps, Véronique. Mais le temps passait et rien ne changeait. Notre relation avec nos fils restait formelle et tendue. Nous échangions des cartes de vœux, de rares appels téléphoniques, et parfois ils amenaient leurs petits-enfants, 3 garçons et 2 filles que je connaissais à peine. Quand Théodore est tombé malade il y a 2 ans, j'ai pensé que cela changerait les choses, que la prise de conscience de leur perte imminente les ferait réévaluer leur relation avec nous. Je les ai appelés, leur ai parlé de chaque détérioration de l'état de Théo, leur ai demandé de venir. Ils promettaient, mais trouvaient toujours des raisons de reporter. Le travail, les enfants, d'autres engagements. Le dernier mois, quand il est devenu clair que Théodore n'en avait plus pour longtemps, je les ai appelés presque tous les jours. William est finalement venu, a passé environ 1 heure avec son père, et est parti, prétextant une réunion importante. Antoine n'a jamais trouvé le temps. Quand Théodore est mort, j'ai appelé mes 2 fils. Tous 2 ont exprimé leurs condoléances et promis de venir aux funérailles, et aucun n'a tenu sa promesse. Le téléphone dans ma main vibra, interrompant le flot de mes souvenirs. Un nouveau message d'Antoine. Maman, William et moi avons besoin de savoir quand aura lieu la lecture du testament. L'avocat t'a-t-il déjà contacté ? Je posai le téléphone sans répondre. Le testament, l'héritage, c'est ce qui les préoccupait maintenant. Pas ma perte, pas ma solitude, pas comment j'allais vivre sans Théodore, seulement l'argent. Mais ils étaient si différents avant. William, mon aîné, avait toujours été un enfant sérieux et responsable. Il m'aidait avec les tâches ménagères, protégeait son jeune frère des brutes et obtenait d'excellentes notes. Antoine était plus insouciant, mais gentil et sensible. Il ramenait des chatons errants, donnait son argent de poche aux mendiants et pleurait devant les films tristes. Qu'est-il arrivé à ces garçons ? Quand sont-ils devenus des hommes calculateurs et froids pour qui l'argent est devenu plus important que les liens familiaux ? C'était peut-être de ma faute. Peut-être avais-je fait quelque chose de mal en les élevant. Ou est-ce simplement la vie qui change les gens, pas toujours pour le meilleur ? Le téléphone sonna, interrompant mes pensées. Je jetai un œil à l'écran. Nathalie. Comment vas-tu, ma chérie ? Demanda-t-elle sans préambule. Je suis en vie, répondis-je sèchement. Je vais passer. J'apporte le déjeuner. Et ne discute pas, ajouta-t-elle avant que je puisse protester. Nathalie était comme ça depuis notre rencontre il y a 36 ans, quand j'ai commencé à travailler à l'usine. Décidée, directe et n'acceptant jamais un non comme réponse. Elle avait 5 ans de plus que moi,
mais semblait plus énergique que beaucoup de jeunes. Veuve depuis 15 ans, elle ne s'est pas laissée sombrer dans le désespoir, mais s'est jetée dans son travail et ses activités bénévoles. J'avais toujours admiré sa force d'esprit. D'accord, accepté-je. Je t'attends. Nathalie arriva vers midi avec des boîtes de plats faits maison et un sac de courses. Elle ne demanda pas la permission et commença simplement à ranger la nourriture sur les étagères, parlant de sa matinée, du temps, des nouvelles, de tout sauf des funérailles ou de mes fils. J'étais assise à table, la regardant, et je sentis soudain une vague de gratitude. Nathalie n'avait pas à s'occuper de moi. Elle avait sa propre vie, ses propres enfants et petits-enfants, ses propres problèmes, mais elle était là avec moi quand mes propres fils ne trouvaient pas le temps. Nathalie, dis-je, interrompant son monologue sur la hausse des prix au supermarché. Merci. Elle se retourna, haussant les sourcils de surprise. Pourquoi? Pour être là, pour t'en soucier. Nathalie fit un geste de la main. Ne sois pas idiote. On a traversé tellement de choses ensemble. Tu te souviens comment tu m'as aidé après la mort de François? Je n'aurais pas pu m'en sortir sans toi. Je me souvenais. Nathalie avait été complètement dévastée à l'époque. Je venais la voir tous les jours, je cuisinais, je nettoyais, je restais juste assise là, tout comme elle le faisait pour moi maintenant. Merci quand même, répétai-je. Nathalie se figea soudainement et me regarda attentivement. Ont-ils appelé? Demanda-t-elle, et je n'eus pas besoin de préciser de qui elle parlait. Antoine a envoyé un message. Je fis un signe de tête vers mon téléphone. Il demande pour le testament. Nathalie renifla. Bien sûr. A-t-il demandé comment tu allais? Il l'a fait hier. C'est tout. Je haussai les épaules. Que pouvais-je dire d'autre? Nathalie secoua la tête mais ne dit rien. Elle sortit une bouteille de vin du sac. Je me suis dit qu'on en aurait bien besoin toutes les deux. Je souris faiblement. Théodore n'approuvait pas l'alcool, alors je n'avais presque rien bu ces dernières années. Mais à ce moment précis, un verre de vin semblait tout indiquer. Nathalie ouvrit la bouteille, versa le vin dans des verres, et nous nous assîmes à table. Nous restâmes silencieux un moment, sirotant notre vin et pensant à nos propres pensées. « As-tu déjà contacté Étienne ?» demanda finalement Nathalie. Étienne Roland était notre avocat. De famille et un ami de Théodore depuis l'école. Il avait rédigé le testament de Théo et le mien. Pas encore, répondis-je. Je pense que je l'appellerai demain. Tu veux que je vienne avec toi? Je hochai la tête, me sentant soulagée. La pensée de devoir gérer seule les questions juridiques me terrifiait. Si ça ne te dérange pas trop. Ne sois pas idiote, interrompit Nathalie. Bien sûr que je viendrai. Et de toute façon, Véronique, tu dois comprendre une chose. Tu n'es pas seule. Tu as des amis qui t'aiment et qui te soutiendront toujours. Je sentis les larmes monter à mes yeux. J'avais tenu bon toute la journée, sans me permettre de pleurer. Mais maintenant, le barrage en moi se brisa. Je pleurais doucement, sans sanglots ni reniflements, juste des larmes coulant sur mes joues, et je ne pouvais pas les arrêter. Nathalie se leva, fit le tour de la table et me serra dans ses bras. Elle ne dit aucune phrase de réconfort banal comme « tout ira bien » ou « le temps guérit toutes les blessures ». Elle se tenait juste là, me tenant par les épaules, et c'était suffisant. Quand les larmes s'arrêtèrent enfin, je me reculai et m'essuyai les yeux avec une serviette en papier. « Je suis désolée, murmurai-je. Je ne sais pas ce qui m'a pris. »« Tu avais besoin de pleurer, » dit simplement Nathalie. « C'est normal, Véronique. Tu as perdu ton mari. » Je hochai la tête, regardant par la fenêtre le ciel gris de l'île. La journée tirait à sa fin, les ombres s'allongeaient. Un autre jour sans Théodore, le premier de nombreux. Je ne sais même pas quoi faire maintenant, admis-je. Comment continuer? Un jour à la fois, répondit Nathalie. Ce sera très dur au début. Puis ça deviendra un peu plus facile, puis encore plus facile. Crois-moi, je suis passée par là. Je savais qu'elle avait raison. Le temps ne guérit pas complètement, mais il émousse la douleur, la rend plus supportable. Mais maintenant, dans les premiers jours après la perte, cette connaissance n'offrait aucun réconfort. Nous avons mangé la nourriture que Nathalie avait apportée, regardé un peu la télé, une émission de cuisine inoffensive qui ne demandait pas beaucoup d'attention. Puis elle a commencé à se préparer à rentrer chez elle. « Tu es sûre que ça ira ?» demanda-t-elle, debout dans l'embrasure de la porte. « Je peux rester une autre nuit. » « Non, ça va.
Je secouai la tête. Tu dois rentrer chez toi. Tu as des choses à faire. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. N'importe quand. Je le ferai. En fermant la porte derrière Nathalie, je retournai dans le salon et m'assis dans le fauteuil de Théodore. Il gardait encore la forme de son corps, et je fermai les yeux un instant, imaginant qu'il était là, à côté de moi. Le téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était un appel, pas un message. William. J'hésitai quelques secondes avant de répondre. Allô, maman. Salut. La voix de mon fils semblait affairée et un peu impatiente. Comment vas-tu? Bien, répondis-je sèchement. Bien. Écoute, Antoine et moi avons discuté. Nous devons nous voir pour discuter, eh bien, tu sais, des questions d'organisation. Quelles questions, William? Il hésita une seconde. Eh bien, l'héritage de papa, la maison. Tu ne vas pas vivre là-dedans toute seule, n'est-ce pas? C'est trop grand pour une personne et c'est cher à entretenir. Je serrai le téléphone si fort que mes jointures blanchirent. Ton père a été enterré hier, William. Hier. Et tu veux déjà discuter de la vente de notre maison? Maman, je suis juste pragmatique, dit-il sur la défensive. Papa est parti. Tu dois penser à l'avenir. Antoine et moi voulons juste aider. Aider? Répétai-je. Comment avez-vous aidé hier en ne venant pas aux funérailles? Je t'ai expliqué. J'avais une présentation importante. Plus importante que les funérailles de ton père? Il y eut une pause. Maman, ne parlons pas de ça maintenant. Tu es contrariée. Je comprends. Mais nous devons vraiment nous voir et tout discuter. Peut-être ce week-end. Je fermai les yeux, me sentant épuisée, pas physiquement, mais émotionnellement. J'étais fatiguée de cette relation, de cette comédie, de ces formalités. D'accord, William. Samedi à 14 heures. Tu peux le dire à Antoine. Super. Il se ranima notablement. À samedi. Puis il raccrocha sans même dire au revoir. Je restais là, fixant l'écran vide de mon téléphone, sentant quelque chose en moi se briser complètement. Le dernier fil qui me reliait à mes fils, que Théodore avec ses tentatives infinies de réparer notre relation avait maintenu, venait de se rompre. Maintenant, tout ce qui restait entre nous, c'était l'héritage. La seule chose qui les intéressait. Je me souvins comment, il y a 10 ans, ils étaient assis à cette même table de cuisine, essayant de nous convaincre de vendre la maison pour leur idée d'entreprise. J'avais refusé alors parce que j'avais peur du risque. Peur de perdre le toit au-dessus de ma tête. Maintenant, ils voulaient que je vende la maison à nouveau, mais cette fois pour leur propre bénéfice direct. L'histoire se répétait, mais cette fois, Théodore n'était pas là pour arrondir les angles, pour chercher des compromis. Cette fois, j'étais seule contre deux. Je me levai et traversai la maison qui avait été le refuge de Théo et moi pendant 40 ans. Chaque pièce contenait des souvenirs. C'est ici que Théodore m'a demandé en mariage. C'est ici que nous avons ramené William de la maternité. C'est ici qu'Antoine a fait ses premiers pas. C'est ici que nous avons célébré les diplômes, les anniversaires. Mais il y avait aussi d'autres souvenirs, ceux des appels de Nathalie. Des réunions avec d'anciens collègues, des soirées passées avec des amis. Des gens qui avaient toujours été là pour moi, dans les bons comme dans les mauvais moments. Et soudain, j'ai compris. Une vraie famille, ce ne sont pas nécessairement les gens auxquels on est lié par le sang. Une vraie famille, ce sont les gens qui sont là pour vous quand vous en avez besoin, qui vous soutiennent sans rien demander en retour, qui vous aiment simplement pour qui vous êtes. J'avais une famille. Nathalie, Étienne, Béatrice, Samuel et les autres amis qui étaient venus dire un dernier adieu à Théodore. Ils ne m'avaient pas abandonné. Ils n'avaient pas balayé mon chagrin d'un revers de la main. Ils n'avaient pas commencé à penser à l'héritage alors que le corps était encore chaud. Je retournai dans le salon et pris le téléphone. J'écrivis un court message à Nathalie. Merci pour aujourd'hui. J'appellerai Étienne demain pour un rendez-vous. La réponse arriva presque instantanément. De rien, ma chérie. Je suis là pour toi. 4 mots simples, mais qui signifiaient plus pour moi que toutes les condoléances formelles de mes fils. Je suis là pour toi. C'est ça, être une famille. Je suis allée me coucher avec cette pensée, et bien que la douleur de la perte soit restée, quelque chose d'autre s'y était ajouté. Une prise de conscience tranquille que je n'étais pas seule, que je ne l'avais jamais été. Et dans cette prise de conscience, il y avait un étrange et amer réconfort.
Une semaine s'écoula après les funérailles de Théodore. 7 jours remplis de silence et de souvenirs. Je m'habituais progressivement à la nouvelle routine. Prendre mon petit déjeuner seul, parler au vide, dormir dans un grand lit en n'en occupant que la moitié. Nathalie passait presque tous les jours, parfois avec de la nourriture, parfois juste pour discuter. Quelques autres anciens collègues appelaient et passaient pour prendre de mes nouvelles. Leur sollicitude était réconfortante, mais ne pouvait combler le vide laissé par Théodore. Je n'avais pas eu de contact avec mes fils depuis cette conversation avec William. Je n'avais pas la force pour une autre séance de politesse froide et d'allusions voilées à l'héritage. Je savais qu'il venait samedi et j'essayais de me préparer mentalement à la rencontre. Ce jour-là, je me suis réveillée tôt, avant 7 heures du matin. Le soleil commençait à peine à se lever à l'horizon, sa douce lumière filtrant à travers les rideaux et créant des motifs sur le mur de la chambre. Je suis restée allongée longtemps, à regarder les motifs, incapable de me lever. Théodore se levait toujours le premier, faisait le café, parfois même le petit déjeuner. Maintenant, ces rituels matinaux n'étaient plus que des souvenirs. Finalement, je me suis forcée à me lever. J'ai pris une douche, je me suis habillée et je suis descendue à la cuisine. J'ai préparé mécaniquement du café et grillé du pain. J'ai mangé sans appétit, simplement parce que je devais garder mes forces. Après le petit déjeuner, j'ai décidé de ranger un peu avant l'arrivée de mes fils. Ce n'était pas que la maison était en désordre. Je la gardais propre même les jours les plus difficiles. C'était plus une tentative de m'occuper, d'éloigner mes pensées de la conversation à venir. Vers 10 heures du matin, alors que j'époussetais les étagères de la bibliothèque dans le salon, la sonnette retentit. Je me figeai. Mes fils avaient promis d'arriver à 14 heures, et il restait encore 4 heures. Qui pouvait bien venir à cette heure? La sonnette retentit à nouveau, plus insistante. Je posai le plumeau et allai ouvrir la porte. Ils étaient là, sur le seuil. William et Antoine avec leurs femmes, Vanessa et Jeanne. Tous les 4 avaient une apparence impeccable. Vêtements chers, coiffures soignées, sourires retenus sur leurs visages. C'était comme s'ils venaient à une réunion d'affaires, pas pour rendre visite à une mère qui avait perdu son mari. Maman. William s'avança et me serra maladroitement dans ses bras. On a décidé de venir plus tôt pour passer plus de temps avec toi. Je ne répondis pas à son étreinte, restant juste là, sentant son parfum de Cologne cher remplir mes narines. Vous ne m'avez pas prévenu, dis-je quand il se recula. On voulait te faire une surprise, intervint Vanessa avec un sourire forcé. Elle avait toujours été belle, grande, mince, avec des cheveux blonds impeccables parfaitement coiffés. Aujourd'hui, elle portait une simple robe noire, trop formelle pour une visite décontractée, mais parfaite pour discuter d'héritage. Salut, maman. Antoine me serra aussi dans ses bras, tout aussi formellement que son frère. Sa femme, Jeanne, hocha simplement la tête. Elle avait toujours été plus réservée que Vanessa, préférant observer de loin, n'intervenant que lorsque c'était nécessaire. Je m'écartai pour les laisser entrer. J'avais envie de leur claquer la porte au nez, de leur dire de partir et de ne pas oser parler d'héritage alors que le corps de Théodore était encore chaud dans sa tombe. Mais je ne pouvais pas. Peu importe à quel point ils étaient froids et calculateurs, ils restaient mes fils, ma chair et mon sang. Entrez dans la cuisine, dis-je. Je vais mettre la bouilloire en marche. Ils me suivirent, regardant autour d'eux comme s'ils évaluaient la propriété. Je pouvais presque sentir physiquement leurs yeux sur les meubles, les tableaux, les objets que Théodore et moi avions collectionnés toute notre vie. Rien n'a changé, remarqua William, s'asseyant à la table de la cuisine. La même table où il y a 10 ans, nous avions refusé de vendre la maison pour leur entreprise. Pourquoi changer quelque chose qui nous convient? Répondis-je, mettant la bouilloire sur le feu. C'est juste si démodé, dit Vanessa, passant son doigt sur le plateau en bois comme pour vérifier la poussière. Je ne dis rien, sortant les tasses du placard. Les tasses que Théodore et moi avions achetées il y a 30 ans dans une petite boutique du centre de l'île. Elles étaient un peu usées, avec de petites fissures dans l'émail, mais je les aimais. Elles contenaient des souvenirs. « Comment vas-tu, maman » demanda Antoine, essayant de paraître concerné. « Bien » répondis-je sèchement, posant les tasses sur la table. « Tu dois te sentir seule dans une si grande maison, remarqua Jeanne, échangeant un regard avec son mari. Voilà, la première allusion. Je sentis une vague d'amertume monter en moi, mais je la retins. Pas maintenant. J'ai des amis, dis-je. Ils viennent souvent. C'est bien, mais quand même, commença William.
Mais je l'interrompis, posant la théière sur la table avec une telle force que du thé se renversa. « Pourquoi êtes-vous venu en avance ?» demandai-je sans détour. Quelle était l'urgence? William et Antoine échangèrent un regard. Vanessa rajusta nerveusement ses cheveux. Jeanne baissa les yeux. « On s'inquiétait pour toi », commença William. Mais je pouvais voir le mensonge dans ses yeux. C'était le même mensonge que je voyais quand il avait 14 ans et m'assurait qu'il n'avait pas fumé avec ses amis après l'école. Vraiment. Je m'assis en face d'eux, croisant les bras sur la table. Et c'est pour ça que vous n'êtes pas venu à l'enterrement de votre père. Il y eut une lourde pause. William se racla la gorge. Maman, on a déjà expliqué. On avait des affaires importantes qu'on ne pouvait pas annuler. Plus importantes que de dire adieu à votre père? Tu ne comprends pas, intervint Antoine. On a une entreprise, des obligations, des clients. On ne peut pas tout laisser tomber du jour au lendemain. Du jour au lendemain? Je sentis le sang me monter au visage. Votre père était mourant pendant des jours. Je vous ai appelé pendant des semaines, vous suppliant de venir pendant qu'il pouvait encore vous reconnaître. Vous avez toujours trouvé des excuses. Maman, ne parlons pas de ça maintenant. William leva les mains dans un geste conciliant. On n'est pas venu ici pour se disputer. Alors pourquoi êtes-vous venu? Je le regardai droit dans les yeux. Sois honnête, William. Pour une fois dans ta vie. Il soutint mon regard quelques secondes, puis détourna les yeux. On voulait discuter de questions pratiques, dit-il finalement. La maison, l'héritage de papa. Tu comprends que ces questions doivent être résolues d'une manière ou d'une autre. Voilà. Direct et sans fioriture. Je ressentis un étrange soulagement. Au moins, maintenant, nous étions honnêtes l'un avec l'autre. Et comment proposez-vous de les résoudre? Demandai-je calmement. Trop calmement. William se ranima un peu, sentant que la conversation devenait plus professionnelle. Antoine et moi en avons discuté et avons décidé que la chose la plus sensée serait de vendre la maison. Tu pourrais acheter quelque chose de plus petit, peut-être un appartement dans un quartier agréable. Le reste de l'argent pourrait être partagé entre nous trois. Ou tu pourrais emménager avec l'un de nous, intervint Vanessa, bien qu'il fût clair d'après son expression qu'elle n'aimait pas du tout l'idée. On a plein de place. Je restai assise en silence, les regardant, mes fils et leurs femmes, assis à ma table dans ma maison, planifiant ma vie et se partageant de l'argent qu'ils n'avaient même pas encore reçu. Et si je ne veux pas vendre la maison? Demandai-je finalement. William fronça les sourcils. Maman, sois raisonnable. Tu as 67 ans et tu es seule. Pourquoi as-tu besoin d'une si grande maison? C'est cher à entretenir et les réparations coûteront encore plus cher. Ce n'est tout simplement pas pratique. Pas pratique, répétai-je. Tout comme il y a 10 ans quand vous vouliez qu'on vende la maison pour votre entreprise. C'est complètement différent, dit sèchement Antoine. Il s'agit de ton bien-être. Et de vos poches, ajoutai-je. Tu es injuste, fit la moue Vanessa. On pense à toi. Je ris, un rire bref et sans humour. Vraiment? Et c'est pour ça que vous êtes venu discuter de la vente de la maison une semaine après les funérailles? Véronique, m'adressa Jeanne par mon prénom pour la première fois. Pas, maman. Nous comprenons tous que tu traverses une période difficile, mais la vie continue et nous devons penser à l'avenir. Votre avenir? Précisai-je. Notre avenir, corrigea William. Nous sommes une famille, tu te souviens? Une famille, fis-je écho. Une famille va aux enterrements. Une famille se soutient dans les moments de deuil. Une famille ne compte pas l'argent sur une tombe fraîche. Un lourd silence tomba. Je pouvais voir que mes paroles les avaient blessés, mais pas de la manière dont elles auraient dû. Ils étaient agacés que je ne coopère pas, que j'ose leur rappeler leur échec en tant qu'enfant. Mais je ne voyais aucun remords réel, aucune douleur réelle dans leurs yeux. On sait que tu es contrarié à propos des funérailles, dit finalement William. Et on est désolé de ne pas avoir pu être là, mais maman, on doit avancer. On a des projets qui dépendent de la résolution de ces problèmes. Quel projet? Demandai-je, même si je connaissais déjà la réponse. William et Antoine échangèrent un autre regard. Puis Antoine se racla la gorge et dit, on veut lancer une nouvelle entreprise, une plateforme en ligne pour le travail à distance. C'est une excellente idée, mais on a besoin d'un capital de départ. Et vous comptez sur l'argent de la vente de cette maison, dis-je, non comme une question, mais comme une affirmation. Pas seulement, dit rapidement William.
On a d'autres sources, mais oui, cet argent serait d'une grande aide. Je secouai la tête, me sentant épuisée. 10 ans s'étaient écoulés, et rien n'avait changé. Ils nous voyaient toujours, Théodore et moi, comme une simple source de financement pour leur plan grandiose. Votre père a laissé un testament, dis-je finalement. Étienne Roland est son exécuteur testamentaire. Je le rencontre la semaine prochaine pour discuter des détails. Étienne. S'étonna William. Ce vieil homme travaille encore. C'était l'ami de ton père pendant 40 ans, et oui, il exerce toujours. Bon, d'accord, hocha la tête Antoine. On pourrait venir avec toi à la réunion. Non. Je secouai la tête. J'irai seule, ou avec Nathalie. Je vous tiendrai au courant quand tout sera clair. Vanessa ouvrit la bouche, clairement sur le point de protester, mais William posa sa main sur son genou, l'arrêtant. Comme tu voudras, maman, dit-il. Mais promets-nous de nous dire tout de suite ce qu'Étienne décidera. Je hochai la tête, ne faisant pas confiance à ma voix. À l'intérieur, c'était une tempête d'émotions. Colère, déception, chagrin. Mais je ne pouvais pas, ne voulais pas le montrer à mes fils. Ils ne méritaient pas de voir ma douleur. Maintenant, si ça ne vous dérange pas, dis-je en me levant de table. J'aimerais me reposer. La journée a été épuisante. Mais on vient d'arriver, objecta Vanessa. Et nous avons déjà tout dit, dis-je en la regardant froidement. N'est-ce pas? Ils se levèrent à contre-cœur. Je les accompagnai jusqu'à la porte, écoutai leur au revoir formel et acceptai leurs étreintes maladroites. Quand la porte se referma derrière eux, je m'appuyai contre elle et fermai les yeux, sentant mes forces m'abandonner. Je ne sais pas combien de temps je suis restée là. Peut-être 1 minute, peut-être 1 heure. Des fragments de conversation tourbillonnaient dans ma tête, les visages de mes fils, leurs regards avides évaluant la valeur de la maison. Finalement, je rassemblai mes forces et retournai à la cuisine. Je m'assis à table, fixant les tasses de thé à moitié finies. Chaque tasse se trouvait là où l'un de mes invités avait été assis. Le thé avait refroidi, comme mon cœur envers mes propres enfants. Ils n'avaient pas demandé comment j'allais. Ils n'avaient pas demandé si j'avais besoin d'aide. Ils n'avaient offert aucun soutien. Seulement l'argent, la maison, l'héritage. Je sortis mon téléphone et composai un numéro que je connaissais par cœur. Étienne, c'est Véronique. Nous devons nous voir dès que possible. Véronique. La voix d'Étienne semblait inquiète. Quelque chose s'est-il passé? Mes fils sont venus me voir. Ils veulent que je vende la maison. Ils vont lancer une nouvelle entreprise avec l'argent. Étienne fit une pause d'1 seconde, puis soupira. L'histoire se répète, hein? Oui. Je sentis ma gorge se serrer. Sauf que maintenant, Théo n'est plus là. Tu n'es pas seule, Véronique, dit doucement Étienne. Je peux passer demain. Ou tu peux venir chez moi si tu veux sortir de la maison. Je préfère venir chez toi, décidai-je. 11 heures du matin. Je t'attendrai. Et Véronique? Oui. Théo s'est occupé de tout. Ne t'inquiète pas. Je raccrochai, me sentant étrangement calme. Théo avait toujours plusieurs longueurs d'avance. Il connaissait nos fils mieux qu'ils ne se connaissaient eux-mêmes, et il m'aimait assez pour me protéger même après sa mort. Je me levai et commençai à débarrasser les tasses de la table. Une par une, méthodiquement et calmement, je vidai le thé froid, lavai les tasses, les séchai et les rangeai. Des gestes simples et familiers qui me redonnaient le contrôle de ma vie. Quand j'eus fini avec la vaisselle, je m'assis dans le fauteuil de Théodore dans le salon et fermai les yeux. Des images flottaient devant mes yeux. William et Antoine enfants, leurs premiers pas, leurs premiers mots, leur succès à l'école, leur diplôme. Quand avait-il tant changé? À quel moment l'argent était-il devenu plus important pour eux que la famille? Je n'avais pas les réponses à ces questions. Tout ce que je savais, c'est que je ne pouvais plus faire semblant. Je ne pouvais plus faire semblant que tout allait bien, que nous étions toujours une famille. Quelque chose s'était brisé de manière irrévocable, et je n'étais pas sûre de vouloir le réparer. Demain, je rencontrerai Étienne. Je découvrirai ce que Théodore avait prévu, et ensuite je déciderai de la suite. Et aujourd'hui, je me permettrai juste de ressentir la douleur de la dernière trahison de mes enfants. La douleur n'était pas aussi vive qu'avant. C'était plutôt une douleur sourde, comme une vieille blessure qui ne guérirait jamais complètement. Je pris mon téléphone et envoyai un texto à Nathalie. Ils sont passés. Ils veulent que je vende la maison pour leur nouvelle entreprise.
Je rencontre Étienne demain. La réponse arriva presque immédiatement. Je le savais. Tu veux que je vienne avec toi voir Étienne? Oui, répondis-je. S'il te plaît. Ce simple échange de messages m'apporta plus de réconfort que toute la visite de mes fils. Je savais que Nathalie serait là pour moi, qu'elle soutiendrait n'importe laquelle de mes décisions. Elle était ma vraie famille. Je regardais l'horloge. Il n'était que 14 heures. La journée qui était censée être remplie de la visite de mes fils était maintenant vide. Mais dans ce vide, je ressentais une étrange sensation de liberté. Liberté des attentes, des espoirs de réconciliation, des rêves d'une vraie famille. Maintenant, je pouvais avancer. Et la rencontre de demain avec Étienne était le premier pas. Je ne sais pas encore, mais je sais que Théo voudrait que je continue à vivre, quoi qu'il arrive. Et je vais essayer, Nathalie. Je vais vraiment essayer. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir pendant longtemps. J'étais allongée dans le lit que Théo et moi avions partagé, si vide et si froid sans lui, et je pensais aux chaises vides au premier rang de la salle funéraire. Ces chaises vides parlaient plus fort que n'importe quel mot. Elles disaient que j'avais perdu non seulement mon mari, mais aussi mes fils, et c'était une douleur à laquelle il était impossible de se préparer, même en sachant qu'elle était inévitable. Une semaine s'écoula après les funérailles de Théodore. 7 jours remplis de silence et de souvenirs. Je m'habituais progressivement à la nouvelle routine. Prendre mon petit déjeuner seul, parler au vide, dormir dans un grand lit en n'en occupant que la moitié. Nathalie passait presque tous les jours, parfois avec de la nourriture, parfois juste pour discuter. Quelques autres anciens collègues appelaient et passaient pour prendre de mes nouvelles. Leur sollicitude était réconfortante, mais ne pouvait combler le vide laissé par Théodore. Je n'avais pas eu de contact avec mes fils depuis cette conversation avec William. Je n'avais pas la force pour une autre séance de politesse froide et d'allusions voilées à l'héritage. Je savais qu'il venait samedi et j'essayais de me préparer mentalement à la rencontre. Ce jour-là, je me suis réveillée tôt, avant 7 heures du matin. Le soleil commençait à peine à se lever à l'horizon, sa douce lumière filtrant à travers les rideaux et créant des motifs sur le mur de la chambre. Je suis restée allongée longtemps, à regarder les motifs, incapable de me lever. Théodore se levait toujours le premier, faisait le café, parfois même le petit déjeuner. Maintenant, ces rituels matinaux n'étaient plus que des souvenirs. Finalement, je me suis forcée à me lever. J'ai pris une douche, je me suis habillée et je suis descendue à la cuisine. J'ai préparé mécaniquement du café et grillé du pain. J'ai mangé sans appétit, simplement parce que je devais garder mes forces. Après le petit déjeuner, j'ai décidé de ranger un peu avant l'arrivée de mes fils. Ce n'était pas que la maison était en désordre. Je la gardais propre même les jours les plus difficiles. C'était plus une tentative de m'occuper, d'éloigner mes pensées de la conversation à venir. Vers 10 heures du matin, alors que j'époussetais les étagères de la bibliothèque dans le salon, la sonnette retentit. Je me figeai. Mes fils avaient promis d'arriver à 14 heures, et il restait encore 4 heures. Qui pouvait bien venir à cette heure? La sonnette retentit à nouveau, plus insistante. Je posai le plumeau et allai ouvrir la porte. Ils étaient là, sur le seuil. William et Antoine avec leurs femmes, Vanessa et Jeanne. Tous les 4 avaient une apparence impeccable. Vêtements chers, coiffures soignées, sourires retenus sur leurs visages. C'était comme s'ils venaient à une réunion d'affaires, pas pour rendre visite à une mère qui avait perdu son mari. Maman. William s'avança et me serra maladroitement dans ses bras. On a décidé de venir plus tôt pour passer plus de temps avec toi. Je ne répondis pas à son étreinte, restant juste là, sentant son parfum de Cologne cher remplir mes narines. Vous ne m'avez pas prévenu, dis-je quand il se recula. On voulait te faire une surprise, intervint Vanessa avec un sourire forcé. Elle avait toujours été belle, grande, mince, avec des cheveux blonds impeccables parfaitement coiffés. Aujourd'hui, elle portait une simple robe noire, trop formelle pour une visite décontractée, mais idéale pour discuter d'héritage. Salut, maman. Antoine me serra aussi dans ses bras, tout aussi formellement que son frère. Sa femme, Jeanne, hocha simplement la tête. Elle avait toujours été plus réservée que Vanessa, préférant observer de loin, n'intervenant que lorsque c'était nécessaire. Je m'écartai pour les laisser entrer. J'avais envie de leur claquer la porte au nez, de leur dire de partir et de ne pas oser parler d'héritage alors que le corps de Théodore était encore chaud dans sa tombe. Mais je ne pouvais pas. Peu importe à quel point ils étaient froids et calculateurs, ils restaient mes fils, ma chair et mon sang.
Entrez dans la cuisine, dis-je. Je vais mettre la bouilloire en marche. Ils me suivirent, regardant autour d'eux comme s'ils évaluaient la propriété. Je pouvais presque sentir physiquement leurs yeux sur les meubles, les tableaux, les objets que Théodore et moi avions collectionnés toute notre vie. Rien n'a changé, remarqua William, s'asseyant à la table de la cuisine, la même table où il y a 10 ans, nous avions refusé de vendre la maison pour leur entreprise. Pourquoi changer quelque chose qui nous convient? Répondis-je, mettant la bouilloire sur le feu. C'est juste si démodé, dit Vanessa, passant son doigt sur le plateau en bois comme pour vérifier la poussière. Je ne dis rien, sortant les tasses du placard. Les tasses que Théodore et moi avions achetées il y a 30 ans dans une petite boutique du centre de l'île. Elles étaient un peu usées, avec de petites fissures dans l'émail, mais je les aimais. Elles contenaient des souvenirs. « Comment vas-tu, maman ?» demanda Antoine, essayant de paraître concerné. « Bien, » répondis-je sèchement, posant les tasses sur la table. « Tu dois te sentir seule dans une si grande maison, » remarqua Jeanne, échangeant un regard avec son mari. Voilà, la première allusion. Je sentis une vague d'amertume monter en moi, mais je la retins. « Pas maintenant. J'ai des amis, » dis-je. « Ils viennent souvent. »« C'est bien. Mais quand même, » commença William, mais je l'interrompis, posant la théière sur la table avec une telle force que du thé se renversa. « Pourquoi êtes-vous venu en avance ?» demandai-je sans détour. Quelle était l'urgence? William et Antoine échangèrent un regard. Vanessa rajusta nerveusement ses cheveux. Jeanne baissa les yeux. « On s'inquiétait pour toi », commença William. Mais je pouvais voir le mensonge dans ses yeux. C'était le même mensonge que je voyais quand il avait 14 ans et m'assurait qu'il n'avait pas fumé avec ses amis après l'école. Vraiment. Je m'assis en face d'eux, croisant les bras sur la table. Et c'est pour ça que vous n'êtes pas venu à l'enterrement de votre père. Il y eut une lourde pause. William se racla la gorge. Maman, on a déjà expliqué. On avait des affaires importantes qu'on ne pouvait pas annuler. Plus importantes que de dire adieu à votre père? Tu ne comprends pas, intervint Antoine. On a une entreprise, des obligations, des clients. On ne peut pas tout laisser tomber du jour au lendemain. Du jour au lendemain? Je sentis le sang me monter au visage. Votre père était mourant pendant des jours. Je vous ai appelé pendant des semaines, vous suppliant de venir pendant qu'il pouvait encore vous reconnaître. Vous avez toujours trouvé des excuses. Maman, ne parlons pas de ça maintenant. William leva les mains dans un geste conciliant. On n'est pas venu ici pour se disputer. Alors pourquoi êtes-vous venu? Je le regardai droit dans les yeux. Sois honnête, William, pour une fois dans ta vie. Il soutint mon regard quelques secondes, puis détourna les yeux. On voulait discuter de questions pratiques, dit-il finalement. La maison, l'héritage de papa. Tu comprends que ces questions doivent être résolues d'une manière ou d'une autre. Voilà. Direct et sans fioriture. Je ressentis un étrange soulagement. Au moins, maintenant, nous étions honnêtes l'un avec l'autre. Et comment proposez-vous de les résoudre? Demandai-je calmement. Trop calmement. William se ranima un peu, sentant que la conversation devenait plus professionnelle. Antoine et moi en avons discuté et avons décidé que la chose la plus sensée serait de vendre la maison. Tu pourrais acheter quelque chose de plus petit, peut-être un appartement dans un quartier agréable. Le reste de l'argent pourrait être partagé entre nous trois. Ou tu pourrais emménager avec l'un de nous, intervint Vanessa, bien qu'il fût clair d'après son visage qu'elle n'aimait pas du tout l'idée. On a assez de place. Je restai assise en silence, les regardant. Mes fils et leurs femmes, assis à ma table dans ma maison, planifiant ma vie et se partageant de l'argent qu'ils n'avaient même pas encore reçu. Et si je ne veux pas vendre la maison? Demandai-je finalement. William fronça les sourcils. Maman, sois raisonnable. Tu as 67 ans et tu es seule. Pourquoi as-tu besoin d'une si grande maison? C'est cher à entretenir et les réparations coûteront encore plus cher. Ce n'est tout simplement pas pratique. Pas pratique, répétai-je. Tout comme il y a 10 ans quand vous vouliez qu'on vende la maison pour votre entreprise. C'est complètement différent, dit sèchement Antoine. Il s'agit de ton bien-être. Et de vos poches, ajoutai-je. Tu es injuste. Vanessa fit la moue. On pense à toi. Je ris, un rire bref et sans amusement. Vraiment? Et c'est pour ça que vous êtes venu discuter de la vente de la maison une semaine après les funérailles? Véronique. Jeanne m'adressa par mon prénom pour la première fois,
Pas, maman. Nous comprenons tous que tu traverses une période difficile, mais la vie continue et nous devons penser à l'avenir. Votre avenir, précisai-je. Notre avenir ensemble, corrigea William. Nous sommes une famille, tu te souviens. Une famille, fis-je écho. Une famille va aux enterrements. Une famille se soutient dans les moments de deuil. Une famille ne compte pas l'argent sur une tombe fraîche. Un lourd silence tomba. Je pouvais voir que mes paroles les avaient blessés, mais pas de la manière dont elles auraient dû. Ils étaient agacés que je ne coopère pas, que j'ose leur rappeler leur échec en tant qu'enfant. Mais je ne voyais aucun remords réel, aucune douleur réelle dans leurs yeux. On sait que tu es contrarié à propos des funérailles, dit finalement William. Et on est désolé de ne pas avoir pu venir, mais maman, on doit avancer. On a des projets qui dépendent de la résolution de ces problèmes. Quel projet ? Demandai-je, même si je connaissais déjà la réponse. William et Antoine échangèrent un autre regard. Puis Antoine se racla la gorge et dit « On veut lancer une nouvelle entreprise, une plateforme en ligne pour le travail à distance. C'est une excellente idée, mais on a besoin d'un capital de départ. Et vous comptez sur l'argent de la vente de cette maison. » Je le dis, non comme une question, mais comme une affirmation. Pas seulement, dit rapidement William. On a d'autres sources, mais oui, cet argent serait d'une grande aide. Je secouai la tête, me sentant épuisé. 10 ans s'étaient écoulés et rien n'avait changé. Ils nous voyaient toujours, Théodore et moi, comme une simple source de financement pour leur plan grandiose. Votre père a laissé un testament, dis-je finalement. Étienne Roland est l'exécuteur testamentaire. Je le rencontre la semaine prochaine pour discuter des détails. Étienne ? Demanda William, surpris. Ce vieil homme travaille encore. C'était l'ami de ton père pendant 40 ans, et oui, il exerce toujours. Bon, d'accord. Antoine hocha la tête. On pourrait venir avec toi à la réunion. Non. Je secouai la tête. J'irai seul ou avec Nathalie. Je vous tiendrai au courant quand tout sera clair. Vanessa ouvrit la bouche, clairement sur le point de protester, mais William posa sa main sur son genou, l'arrêtant. « Comme tu voudras, maman, dit-il. Mais promets de nous dire ce qu'Étienne décidera. » Je hochai la tête, ne faisant pas confiance à ma voix. Une tempête d'émotions faisait rage en moi. Colère, déception, chagrin, mais je ne pouvais pas, ne voulais pas le montrer à mes fils. Ils ne méritaient pas de voir ma douleur. Maintenant, si ça ne vous dérange pas, dis-je en me levant de table. J'aimerais me reposer. Ça a été une journée fatigante. Mais on vient d'arriver, objecta Vanessa. Et nous avons déjà tout dit, dis-je en la regardant froidement. N'est-ce pas? Ils se levèrent à contre-cœur. Je les accompagnai jusqu'à la porte, écoutai leur au revoir formel et acceptai leurs étreintes maladroites. Quand la porte se referma derrière eux, je m'appuyai contre elle et fermai les yeux, sentant mes forces m'abandonner. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là. Peut-être 1 minute, peut-être 1 heure. Des fragments de conversation tourbillonnaient dans ma tête. Les visages de mes fils, leurs regards avides évaluant la valeur de la maison. Finalement, je rassemblai mes forces et retournai à la cuisine. Je m'assis à table, fixant les tasses de thé à moitié finies. Chaque tasse se trouvait là où l'un de mes invités avait été assis. Le thé avait refroidi, comme mon cœur envers mes propres enfants. Ils n'avaient pas demandé comment j'allais. Ils n'avaient pas demandé si j'avais besoin d'aide. Ils n'avaient offert aucun soutien, seulement l'argent, la maison, l'héritage. Je sortis mon téléphone et composai un numéro que je connaissais par cœur. Étienne, c'est Véronique. Nous devons nous voir dès que possible. Véronique. La voix d'Étienne semblait inquiète. Quelque chose s'est-il passé? Mes fils sont venus me voir. Ils veulent que je vende la maison. Ils vont lancer une nouvelle entreprise avec l'argent. Étienne fit une pause d'1 seconde, puis soupira. L'histoire se répète, hein? Oui, je sentis ma gorge se serrer. Sauf que maintenant, Théo n'est plus là. Tu n'es pas seule, Véronique, dit doucement Étienne. Je peux passer demain, ou tu peux venir chez moi si tu veux sortir de la maison. Je préfère venir chez toi, décidai-je. À 11h du matin, je t'attendrai. Et Véronique? Oui. Théo s'est occupé de tout. Ne t'inquiète pas. Je raccrochai, me sentant étrangement calme. Théo avait toujours plusieurs longueurs d'avance.
Ils connaissaient nos fils mieux qu'ils ne se connaissaient eux-mêmes. Et ils m'aimaient assez pour me protéger même après sa mort. Je me levai et commençai à débarrasser les tasses de la table. Une par une, méthodiquement et calmement, je vidai le thé froid, lavai les tasses, les séchai et les rangeai. Des actions simples et familières qui me redonnaient le contrôle de ma vie. Quand j'eus fini avec la vaisselle, je m'assis dans le fauteuil de Théodore dans le salon et fermai les yeux. Des images flottaient devant mes yeux. William et Antoine enfants, leurs premiers pas, leurs premiers mots, leur succès à l'école, leur diplôme. Quand avait-il tant changé? À quel moment l'argent était-il devenu plus important pour eux que la famille? Je n'avais pas les réponses à ces questions. Tout ce que je savais, c'est que je ne pouvais plus faire semblant. Je ne pouvais plus faire semblant que tout allait bien, que nous étions toujours une famille. Quelque chose s'était brisé de manière irrévocable, et je n'étais pas sûre de vouloir le réparer. Demain, je rencontrerai Étienne. Je découvrirai ce que Théodore avait prévu, et ensuite je déciderai de la suite. Mais aujourd'hui, je me permettrai juste de ressentir la douleur de la dernière trahison de mes enfants. La douleur n'était pas aussi vive qu'avant. C'était plutôt une douleur sourde, comme une vieille blessure qui ne guérirait jamais complètement. Je pris mon téléphone et envoyai un texto à Nathalie. Ils sont passés. Ils veulent que je vende la maison pour leur nouvelle entreprise. Je rencontre Étienne demain. La réponse arriva presque immédiatement. Je le savais. Tu veux que je vienne avec toi voir Étienne? Oui, répondis-je. S'il te plaît. Ce simple échange m'apporta plus de réconfort que toute la visite de mes fils. Je savais que Nathalie serait là pour moi, qu'elle soutiendrait n'importe laquelle de mes décisions. Elle était ma vraie famille. Je regardai l'horloge. Il n'était que 14 heures. La journée qui était censée être remplie de la visite de mes fils était maintenant vide. Mais dans ce vide, je ressentais une étrange liberté. Liberté des attentes, des espoirs de réconciliation, des rêves d'une vraie famille. Maintenant, je pouvais avancer. Et la rencontre de demain avec Étienne était le premier pas. Le lendemain matin, Nathalie et moi sommes arrivés au bureau d'Étienne à 11 heures précises. Son cabinet d'avocat était situé dans un vieil immeuble en briques du quartier des Affaires de Lille, l'un des rares vestiges de l'apogée de la ville. L'enseigne au-dessus de l'entrée, Roland et Associés, était délavée par le temps, mais semblait toujours solide et impressionnante. Nathalie gara sa vieille Ford sur le trottoir, et nous montâmes les marches. À l'intérieur, nous fûmes accueillis par la secrétaire d'Étienne, Denise, une femme de mon âge qui travaillait avec lui depuis près de 30 ans. « Véronique, ma chérie », dit-elle en se levant de son bureau et en me serrant dans ses bras. « Mes condoléances. Théodore était un homme merveilleux. » « Merci, Denise. » Je souris faiblement. J'avais entendu ces mots des dizaines de fois la semaine passée, mais pour une raison quelconque, venant de Denise, ils semblaient sincères, pas comme une phrase toute faite. « Étienne vous attend, » fit-elle en désignant la porte du bureau. « Voulez-vous du café? Du thé? » « Un café serait bien, » répondit Nathalie. Denise hocha la tête et se dirigea vers la cafetière dans le coin de la réception pendant que nous nous dirigions vers le bureau. Je frappai et, entendant le familier entrer, j'ouvris la porte. Étienne était assis à un bureau en chêne massif couvert de dossiers et de papiers. Malgré ses 72 ans, il avait l'air énergique et concentré. Seules les rides profondes de son visage et ses cheveux entièrement gris trahissaient son âge. En nous voyant, il se leva, s'appuyant sur une canne, séquelle d'un accident de voiture 15 ans plus tôt. Véronique, Nathalie, nous serra-t-il dans ses bras. Je suis content de vous voir, même si j'aurais aimé que les circonstances soient différentes. Nous nous assîmes dans des fauteuils en cuir en face de son bureau. Denise apporta du café et partit discrètement, refermant la porte derrière elle. Alors, Étienne joignit ses mains sur la table. Vos fils veulent que vous vendiez la maison. Ce n'était pas une question, mais une affirmation. Je hochai la tête. Ils sont arrivés hier, encore plus tôt que promis. Ils ont dit qu'ils s'inquiétaient pour moi, mais ont presque immédiatement orienté la conversation vers l'héritage et la maison. Pas surprenant, marmonna Étienne. Théodore avait prévu quelque chose comme ça. Je haussai les sourcils. Que veux-tu dire? Étienne soupira et sortit un dossier de son tiroir. Théo est venu me voir il y a environ 6 mois, quand il est devenu clair que sa maladie progressait. Il voulait s'assurer que vous seriez protégés de tout le monde, y compris de William et Antoine. Il ouvrit le dossier et plaça un document devant moi. Ceci est une copie de son dernier testament.
J'ai l'original dans mon coffre. Je pris le document avec des mains tremblantes. Je jetai un œil à la première page. Formulation juridique standard. Je tournai à la deuxième page où commençait la répartition des biens. Il vous a laissé la maison entièrement, continua Étienne pendant que je lisais, avec la clause que vous pouvez en disposer comme bon vous semble, sans consulter les enfants ni obtenir leur consentement. Je hochai la tête, étudiant toujours le document. De plus, Étienne sortit quelques autres papiers du dossier. Théo avait une assurance vie dont j'étais le seul à connaître l'existence, une somme assez importante. Il me tendit le document de la compagnie d'assurance et je faillis m'étouffer en voyant le montant. 500 000 €. Je regardai Étienne avec stupéfaction. D'où cela vient-il? Nous n'aurions jamais pu nous permettre une telle assurance. Théo a commencé à la payer il y a environ 10 ans, expliqua Étienne. Après ce conflit avec ses fils au sujet de la vente de la maison. Il voulait s'assurer que vous auriez un coussin financier si quelque chose lui arrivait. Je sentis les larmes monter à mes yeux. Théodore avait toujours pris soin de moi, même quand je ne le savais pas. De plus, continua Étienne, vous avez un portefeuille d'investissement qui est également assez conséquent. Théo a toujours été un investisseur prudent, mais constant. Il me montra un autre papier, un relevé de compte d'investissement. 300 000 € supplémentaires. Plus la pension de Théo, qui vous revient maintenant, et votre propre pension. Étienne se pencha en arrière dans sa chaise. En somme, Véronique, vous n'êtes pas une veuve pauvre. Vous avez une maison entièrement payée et assez d'argent pour vivre confortablement pour le reste de votre vie, même si vous vivez jusqu'à 100 ans. J'étais assise là, abasourdie. Théodore et moi avions toujours vécu frugalement, économisant ce que nous pouvions, mais je n'aurais jamais imaginé que nous avions accumulé autant. Théodore ne m'a jamais parlé de l'assurance, murmurai-je. Il ne voulait pas vous inquiéter, dit doucement Étienne. Et pour être honnête, il craignait que si William et Antoine l'apprenaient, il vous mettrait encore plus de pression. Nathalie, qui était restée silencieuse tout ce temps, me serra soudain la main. Théo a pris soin de toi, dit-elle. Comme toujours. Je hochai la tête, ne faisant pas confiance à ma voix. Mon Théodore, toujours à penser à plusieurs longueurs d'avance, toujours à prendre soin de sa famille. Quant aux fils, continua Étienne. Théo leur a laissé 50 000 € chacun, et 10 000 € à chaque petit enfant, mais à la condition que l'argent ne puisse être utilisé que pour l'éducation. Je hochai la tête, d'accord avec la décision de Théo. C'était juste de ne pas laisser les enfants sans héritage, mais de ne pas leur en donner assez pour qu'ils puissent le dépenser dans une autre idée d'entreprise risquée. Quand aura lieu la lecture officielle du testament? Demandai-je. Je peux l'organiser à tout moment qui vous conviendra, répondit Étienne. Mais Véronique, vous devez savoir que la loi vous donne le droit de modifier certaines dispositions du testament concernant la répartition des biens. Théo l'avait prévu. Je levai les yeux. Modifier. Oui. Étienne hocha la tête. Par exemple, les montants alloués à vos fils et petits-fils. Vous pouvez les augmenter, les diminuer ou les laisser tels quels. J'y pensais. Après la visite de mes fils d'hier, j'avais envie de les déshériter complètement, mais je savais que ce serait trop cruel, et pas ce que Théodore aurait voulu. J'y réfléchirai, dis-je finalement. Quand dois-je prendre une décision? Avant la lecture officielle du testament, répondit Étienne. Mais ne vous pressez pas. Prenez le temps de réfléchir. Je hochai la tête, encore sous le choc des informations que j'avais reçues. Mes yeux parcouraient les documents posés devant moi. La maison, l'argent, l'assurance. Soudain, je ressentis une étrange sensation de libération. Je n'étais pas une veuve sans défense, dépendante de la miséricorde de mes enfants. J'avais des options, des choix. Étienne, dis-je en levant les yeux. Et si je veux vendre la maison? Nathalie se tendit à côté de moi, mais ne dit rien. C'est votre droit, répondit Étienne. La maison vous appartient entièrement. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Mais pas pour donner l'argent à mes fils, je secouai la tête. Pour quelque chose de complètement différent. Étienne se pencha en avant, posant ses coudes sur la table. Vous avez une idée? J'y pensais. L'idée qui se formait dans ma tête était encore très vague, mais elle prenait progressivement forme. Peut-être, dis-je lentement. Mais je dois y réfléchir davantage et en parler à certaines personnes. Étienne hocha la tête, sans demander d'explication. Eh bien, sachez que vous avez la liberté financière de prendre de nombreuses décisions,
Et mon soutien, quoi que vous choisissiez. Nous parlâmes un peu plus des détails juridiques. Puis Étienne suggéra de programmer une lecture formelle du testament dans 2 semaines pour me donner le temps de réfléchir. J'acceptai. Quand Nathalie et moi quittâmes le bureau et montâmes dans la voiture, elle se tourna vers moi. Alors, c'était quoi cette idée dont tu parlais à Étienne? Je regardai par le pare-brise le ciel gris de l'île. Tu te souviens comment on parlait de la difficulté d'être seul quand on est vieux? Après la mort de François, quand tu déménageais dans ton nouvel appartement. Nathalie hocha la tête. Bien sûr que je m'en souviens. J'ai dit à l'époque qu'il vaudrait mieux que nous, les vieux, restions ensemble au lieu de nous disperser dans des maisons et des appartements séparés. Exactement. Je me tournai vers elle. Et si on restait vraiment ensemble? Et si, au lieu de vivre seul, on se regroupait? Nathalie fronça les sourcils, ne comprenant pas tout à fait. Tu suggères qu'on vive ensemble dans ta maison? Pas seulement toi et moi, je secouai la tête. Mais nos autres amis, d'anciens collègues, ceux qui, comme nous, sont seuls. Béatrice, Samuel, peut-être Denise si elle est intéressée. On pourrait vendre ma maison et acheter quelque chose de plus grand, ou la réaménager, faire des chambres séparées pour tout le monde, une cuisine commune, un salon. Je m'arrêtai, remarquant les yeux de Nathalie s'écarquiller. C'est une idée trop folle, demandai-je, incertaine. Nathalie resta silencieuse quelques secondes, puis secoua lentement la tête. Non, c'est brillant, Véronique. Un vrai habitat partagé pour seniors. On pourrait se soutenir, partager les dépenses, s'entraider pour les tâches quotidiennes. Et ne pas être seul, ajoutai-je doucement. Nathalie me serra la main. Discutons-en avec les autres, voyons ce qu'ils en disent. Nous décidâmes de ne pas tarder et de rassembler tous ceux qui pouvaient venir chez moi le jour même. Nathalie s'occupa des appels téléphoniques et je commençai à préparer un dîner léger. À 18h, Nathalie, Béatrice Toussaint, Samuel Morin et sa femme Loretta, et Denise, intriguée par notre proposition et venue directement du travail, s'étaient réunis chez moi. Nous nous assîmes dans le salon avec des tasses de thé et de café, et j'expliquai mon idée. Au début, tout le monde resta silencieux, réfléchissant à ce qu'ils avaient entendu. Puis, Béatrice, toujours pratique, commença à poser des questions. Où vivrions-nous? Combien cela coûterait-il? Comment répartirions-nous les responsabilités? Je n'avais pas de réponse toute prête à toutes les questions, mais l'idée m'avait déjà saisi. On pourrait acheter une grande maison, dis-je. Ou même plusieurs maisons voisines. Chacun aurait sa propre chambre ou son petit appartement, mais on partagerait les espaces communs, la cuisine, le salon, le jardin. Et les dépenses, demanda Samuel, pensant toujours au côté financier. On les partagerait entre nous, répondis-je. Chacun contribuerait selon ses moyens. De plus, en unissant nos forces, on économiserait sur les charges, les courses et les transports. Et si quelqu'un tombe malade? Demanda Loretta, la femme de Samuel, qui avait récemment subi une opération du cœur. On s'entraiderait, intervint Nathalie. N'est-ce pas mieux d'être malade entouré d'amis que seul? Et on pourrait engager de l'aide si nécessaire, une infirmière par exemple, mais on partagerait les coûts. Peu à peu, l'idée commença à prendre forme. Béatrice, ancienne comptable, se chargea de calculer les coûts possibles. Samuel, qui avait de l'expérience dans la construction, suggéra plusieurs options pour l'organisation de l'espace de vie. Denise, à la surprise de tous, se révéla familière avec les aspects juridiques de la création d'une telle communauté. C'est assez courant en Europe, dit-elle. On appelle ça l'habitat partagé pour seniors. J'ai lu des articles sur de tels projets. Nous parlâmes tard dans la nuit. L'idée, qui avait commencé comme une notion vague, se transforma progressivement en un plan concret. Chaque personne présente ajouta quelque chose, suggérant des solutions aux problèmes qui pourraient survenir. Quand tout le monde partit enfin, convenant de se revoir dans quelques jours pour de plus amples discussions, je restai assise dans le salon, me sentant étrangement excitée. Pour la première fois depuis la mort de Théodore, je ressentais quelque chose comme de l'espoir. Pas seulement l'espoir de survivre seul, mais l'espoir de créer quelque chose de nouveau et de significatif. Je pris mon téléphone et envoyai un message à mes 2 fils. Nous devons parler de l'héritage. Venez samedi prochain à 14h. La réponse de William arriva presque instantanément. Super. On sera là. Antoine répondit quelques minutes plus tard avec un message similaire. Je posai mon téléphone, me sentant étrangement calme.
Maintenant, je savais ce que je voulais faire de l'héritage de Théodore, et ce n'était pas du tout ce que mes fils attendaient. Le lendemain, je rencontrai Étienne à son bureau pour discuter des modifications du testament. Il écouta mes plans avec intérêt et approbation. Théodore serait fier, dit-il quand j'eus fini d'expliquer. C'est exactement ce qu'il voulait dire quand il disait qu'il voulait que vous soyez heureuse et en sécurité. Tu penses que ça marchera ? Demandai-je, encore pas tout à fait sûr de ma décision. Je pense que c'est une idée brillante, hocha la tête Étienne. Et je suis heureux d'aider avec le côté juridique, de mettre en place la bonne structure, de protéger vos intérêts. Son soutien me donna confiance. Quand je quittai son bureau, je me sentis rajeunie de 10 ans. J'avais un but, un plan et des gens qui me soutenaient. Les jours suivants, mes amis et moi nous réunîmes presque quotidiennement pour discuter des détails de notre projet. Béatrice trouva plusieurs maisons adaptées qui pourraient être achetées. Samuel contacta un vieil ami architecte qui accepta d'aider avec le plan d'aménagement. Denise s'occupa des questions juridiques et Nathalie de l'organisation. À la fin de la semaine, nous avions un plan assez détaillé. Nous décidâmes d'acheter une grande maison dans la banlieue de Lille avec assez de chambres pour tout le monde et un grand jardin. Chacun de nous contribuerait financièrement selon ses moyens. Nous aurions chacun notre propre chambre ou petit appartement, mais nous partagerions les espaces communs. Nous décidâmes d'appeler notre projet « Nouveau départ ». C'était exactement ce que je voulais, non pas seulement vivre le reste de ma vie seule, mais commencer un nouveau chapitre avec des gens qui étaient devenus ma vraie famille. Samedi, avant l'arrivée de mes fils, Nathalie vint pour me donner un soutien moral. « Tu es sûre de vouloir tout leur dire maintenant ?» demanda-t-elle en m'aidant à mettre la table. « Peut-être que tu devrais attendre la lecture officielle du testament. » Je secouai la tête. Non, je veux qu'ils l'entendent de ma bouche. Je veux qu'ils comprennent que c'est ma décision, pas seulement celle de Théodore. Nathalie me serra la main. Je suis fière de toi, Véronique. Tu es plus forte que tu ne le penses. À 14 heures, la sonnette retentit. Nathalie alla à la cuisine pour nous donner une chance de parler seule, et j'allais ouvrir la porte. William et Antoine étaient à la porte, tous deux vêtus de costumes d'affaires, comme s'ils venaient à une réunion professionnelle. Pas de femmes, notai-je. Ils avaient probablement décidé qu'il valait mieux parler d'argent eux-mêmes. Maman. William s'avança et m'embrassa sur la joue. Tu as l'air en forme. Entrez. Je m'écartai, les laissant entrer. Nous allâmes dans le salon et je les invitai à s'asseoir. Ils choisirent le canapé et je m'assis en face d'eux dans le fauteuil de Théodore. Entre nous se trouvait une table basse avec des tasses de thé et une assiette de biscuits que personne n'allait manger. Alors, commença Antoine après une minute de silence gêné. Tu voulais parler de l'héritage. Je hochai la tête, rassemblant mes pensées. J'ai rencontré Étienne Roland, dis-je. Il m'a montré le testament de votre père. William se pencha en avant. Et qu'est-ce qu'il dit? La maison m'appartient entièrement, dis-je en le regardant droit dans les yeux, ainsi que la plupart des autres biens. Théodore vous a laissé, à toi et à Antoine, 50 000 € chacun. Étage 10 000 € pour l'éducation de chacun de ses petits-enfants. Les visages de mes fils changèrent. Je vis la déception qu'ils essayaient de cacher. Seulement 50 000. Antoine ne put cacher sa surprise. Mais la maison vaut bien plus que ça. Votre père m'a laissé la maison, répétai-je fermement. Et j'ai décidé ce que j'allais en faire. William se tendit. Et qu'as-tu décidé, maman? Je pris une profonde inspiration. Je vais la vendre. L'espoir apparut sur leur visage, que je douchai immédiatement. Mais l'argent ne servira pas à financer votre nouvelle entreprise. Alors où ira-t-il? Demanda sèchement Antoine. J'ai d'autres projets. Je commençai à leur parler du projet Nouveau Départ, de l'habitat partagé pour seniors, et de mes amis qui deviendraient ma nouvelle famille. Pendant que je parlais, leurs visages devenaient de plus en plus tendus. Quand j'eus fini, il y eut un lourd silence. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Dit finalement William. Tu vas dépenser tout l'argent dans une sorte de communauté de vieux au lieu d'aider tes propres enfants? Ce n'est pas une sorte de communauté de vieux, répondis-je calmement. C'est mon choix sur la façon dont je veux vivre, et l'argent est à moi, pas à vous. Mais nous sommes tes enfants, s'exclama Antoine. Ta famille. Une famille. Je le regardai. Une famille va aux enterrements. Une famille demande comment tu fais face à ton deuil.
Une famille ne compte pas l'argent alors que le corps est encore chaud. Ils détournèrent tous les deux les yeux, mais je pouvais voir que mes paroles ne les avaient pas vraiment blessés. Ils étaient trop concentrés sur la perte de l'argent qu'ils avaient espéré. Ce n'est pas juste, marmonna William. On comptait sur cet argent. De l'argent que vous n'avez pas encore reçu. Je secouai la tête. Ça ne s'appelle pas compter dessus. Ça s'appelle être avide. Maman. Antoine semblait choqué. Comment peux-tu dire ça? Je ne fais que constater les faits. Je haussai les épaules. Vous n'avez montré aucun intérêt pour moi ou votre père ces dernières années. Vous n'êtes apparu que lorsque vous aviez besoin d'argent ou de services. Aller chercher les enfants à l'école, les garder le week-end. Et maintenant, vous êtes contrarié que je veuille dépenser mon propre argent comme je l'entends. William se leva, le visage rouge de colère. Si tu penses qu'on va laisser passer ça, que allez-vous faire? Je me levai aussi, sentant une vague de détermination monter en moi. Poursuivre votre propre mère en justice? Allez-y. Étienne a déjà préparé tous les documents prouvant que je suis saine d'esprit et de corps. Antoine posa sa main sur l'épaule de son frère, essayant de le calmer. William, ne faisons pas ça. Il se tourna vers moi. Maman, on est juste surpris. C'est très inattendu. C'était inattendu pour moi aussi que mes fils ne viennent pas aux funérailles de leur père, répondis-je. La vie est pleine de surprises. Ils restèrent assis en silence, digérant l'information. Je pouvais voir les rouages tourner dans leur tête alors qu'ils essayaient de trouver une issue, un moyen de me convaincre de changer d'avis. Et tes petits-enfants? Demanda finalement William. As-tu pensé à eux? Bien sûr, hochai-je la tête. Comme je l'ai dit, Théodore a laissé 10 000 € à chacun d'eux pour leurs études, et je n'ai aucune intention de changer cela. Ils auront cet argent quand ils atteindront leur majorité. 10 000 €, marmonna Antoine. Ce n'est même pas assez pour un semestre dans une bonne université. Alors peut-être que vous devriez commencer à épargner pour l'éducation de vos enfants vous-même, je haussai les épaules, au lieu d'espérer un héritage. Ils me regardèrent tous les deux comme s'ils me voyaient pour la première fois. Peut-être que c'était le cas. J'avais toujours cédé avant, essayant de ne pas provoquer de conflit. C'était Théodore qui réglait les différends et cherchait des compromis. Mais maintenant il était parti, et j'avais enfin trouvé ma voie. C'est ta décision finale? Demanda William en se levant. Oui, hochai-je la tête. Et s'il vous plaît, ne perdez pas votre temps à essayer de me faire changer d'avis. Ma décision est définitive. Ils partirent peu de temps après, sans même toucher à leur thé. Ils ne m'ont pas serré dans leurs bras pour me dire au revoir ni dit quand ils reviendraient. Je savais que je ne les reverrais peut-être pas avant longtemps. Et étrangement, cette pensée ne me faisait pas aussi mal qu'avant. Quand la porte se referma derrière eux, Nathalie sortit de la cuisine. « Tu as tout entendu ?» demandai-je. Elle hocha la tête. « Tu as été merveilleuse, Véronique. Théodore aurait été fier de toi. » Je sentis les larmes couler sur mes joues. Pas de chagrin, mais d'un étrange sentiment de soulagement. C'était comme si un lourd poids avait été enlevé de mes épaules. « Tu le penses vraiment ?» demandai-je en essuyant mes larmes. « Absolument. » Nathalie me serra dans ses bras. « Tu t'es enfin mise en premier, et tu as raison de le faire. » Nous avons débarrassé les tasses de thé intactes et nous sommes assises dans la cuisine. Je me sentais vidée après cette conversation, mais en même temps, étrangement rafraîchie, comme si j'avais traversé un feu purificateur. « Tu penses qu'ils l'accepteront un jour ?» demandai-je à Nathalie. Elle réfléchit un instant. « Avec le temps, peut-être. Quand ils réaliseront que leur tactique de pression ne fonctionne pas. Mais même s'ils ne le font pas, Véronique, tu as fait le bon choix. Tu mérites le bonheur et le soutien, et tu l'as trouvé avec nous. » Les jours suivants, notre projet Nouveau Départ avança à un rythme rapide. Nous avons trouvé la maison parfaite dans la banlieue de Lille, une grande demeure victorienne avec 6 chambres, un salon spacieux, une salle à manger et un immense jardin. La maison avait besoin de quelques travaux, mais Samuel nous assura que la plupart pourraient être faits par nous-mêmes à un coût minime. Béatrice, avec son expérience de comptable, élabora un plan financier qui permettait à chacun de nous de contribuer selon ses moyens tout en conservant notre indépendance financière. Denise consulta Étienne et ensemble, ils créèrent une structure juridique pour notre communauté qui protégeait les intérêts de chacun. Plusieurs autres personnes se joignirent à nous. Arthur Dubois, un ancien mécanicien d'usine qui avait perdu sa femme 2 ans plus tôt.
Brigitte Simon, une institutrice à la retraite qui ne s'était jamais mariée. Et Raymond Petit, un ancien collègue de Théodore, veuf qui vivait seul dans une maison trop grande pour lui. Chaque soir, nous nous réunissions chez quelqu'un, le plus souvent chez moi ou chez Nathalie, et discutions des détails de notre projet. Nous nous disputions, rions, et parfois même nous querellions pour des broutilles, mais nous trouvions toujours un compromis. C'était comme créer une nouvelle famille, une famille basée non pas sur le sang, mais sur le respect mutuel et l'attention. Une semaine après avoir parlé à mes fils, je reçus un appel de William. Sa voix semblait réservée, mais pas aussi hostile que lors de notre dernière rencontre. « Maman. Antoine et moi avons réfléchi. » Il fit une pause. « Nous voulons nous excuser pour notre comportement. Tu as raison. Nous étions trop concentrés sur l'héritage. » J'étais trop surprise pour répondre. « On ne s'attendait pas à ce que tu sois si décidé, » continua-t-il. « Et ton idée de communauté, ça a l'air vraiment intéressant. » « Merci, dis-je finalement, ne croyant toujours pas à la sincérité de ses paroles. On aimerait en savoir plus. Peut-être passer le week-end prochain. Sans pression, juste pour parler. J'y réfléchis. Une partie de moi voulait croire que mes fils étaient vraiment pleins de remords. Une autre partie soupçonnait que ce n'était qu'une nouvelle tactique pour obtenir de l'argent. D'accord, dis-je finalement. Venez dimanche pour le dîner, et amenez les enfants. Je ne les ai pas vus depuis longtemps. Super, dit William, semblant soulagé. À dimanche. Je raccrochai et restai assise longtemps, pensant à la conversation. Peut-être que mes fils commençaient vraiment à réévaluer leur relation avec moi. Ou peut-être qu'ils changeaient simplement de tactique. Quoi qu'il en soit, j'étais prête à leur donner une autre chance. Mais maintenant, à mes conditions. Ce soir-là, je racontai l'appel de William à notre groupe réuni chez Béatrice. Sois prudente, prévint Nathalie. Il joue peut-être juste les repentis pour essayer de te faire changer d'avis plus tard. Je sais. Je hochai la tête. Mais ce sont toujours mes enfants. Je veux croire qu'il reste encore quelque chose de bon en eux. Bien sûr, ma chérie. Béatrice me tapota la main. Ne les laisse simplement pas te manipuler. Je ne le ferai pas, dis-je fermement. Ces jours sont révolus. Nous sommes retournés à la discussion de notre projet. Samuel sortit les plans que son ami architecte avait dessinés. Nous nous penchâmes dessus, discutant de qui aurait quelle chambre, comment organiser les espaces communs, et quels changements devaient être apportés à la disposition existante. Pendant que nous parlions, je sentis une excitation grandir en moi. Ce n'était pas de l'anxiété, mais une agréable anticipation de quelque chose de nouveau et de bon. Pour la première fois depuis longtemps, je regardais l'avenir avec espoir au lieu de peur. Oui, j'avais perdu Théodore, et cette perte serait toujours avec moi. Ma relation avec mes fils ne serait peut-être jamais ce que j'avais rêvé. Mais j'avais trouvé une nouvelle famille. Des gens qui m'appréciaient, respectaient mes choix et étaient là pour moi dans les moments difficiles. Et ensemble, nous créions quelque chose d'incroyable. Pas seulement un endroit où vivre, mais une véritable communauté où chacun pouvait être lui-même. Où l'âge n'était pas une sentence, mais juste un nombre. Où la solitude laissait place au soutien mutuel et à l'attention. Le projet Nouveau Départ n'était pas seulement une réponse à mon deuil personnel ou à ma déception envers mes enfants. C'était une manifestation de ce que j'avais toujours cru, qu'une vraie famille n'est pas créée par le sang, mais par l'amour, le respect et le choix d'être là les uns pour les autres, dans la joie et dans la peine, dans la maladie et dans la santé, jusqu'à la fin de nos jours. Et dans cette rébellion tranquille contre les attentes de la société, contre la pression de mes enfants, contre la solitude et l'impuissance de la vieillesse, j'ai enfin trouvé ma voie et ma force. Une révolution silencieuse qui n'a pas changé le monde, mais ma propre vie et la vie de ceux qui ont décidé de me rejoindre dans ce voyage. Le dimanche matin était étonnamment clair. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux, créant des motifs dorés sur le sol de la chambre. Je me suis réveillée tôt malgré une nuit agitée. Aujourd'hui, une conversation difficile avec mes fils m'attendait. Et bien que j'ai confiance en ma décision, j'étais quand même nerveuse. Nathalie arriva vers 10 heures pour m'aider à préparer le dîner. Nous avons décidé de faire simple. Poulet rôti, salade de pommes de terre, légumes et tarte aux pommes en dessert. Les plats préférés de William et Antoine depuis leur enfance. Ce n'était pas que j'essayais de les soudoyer avec de la nourriture. Je voulais juste que cette rencontre soit plus chaleureuse que la dernière. « Tu es nerveuse ?» demanda Nathalie, coupant les légumes pour la salade.
Je hochai la tête, sans lever les yeux de la pâte à tarte. Un peu. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Peut-être qu'ils veulent sincèrement réparer notre relation. Ou peut-être que c'est juste une autre tentative pour mettre la main sur mon argent. Eh bien, dans tous les cas, tu as déjà pris ta décision, haussa les épaules Nathalie. Et ça ne changera pas, n'est-ce pas? C'est ça. Je souris, sentant une vague de confiance. Le projet Nouveau Départ est trop important, pas seulement pour moi, mais pour nous tous. Au cours des 2 dernières semaines, nous avions fait des progrès significatifs dans la mise en œuvre de notre plan. La maison en banlieue a été officiellement achetée. Nous avons versé un acompte commun et prévoyons de payer le montant restant après la vente de ma maison et de celle de Raymond. Samuel avait déjà commencé les rénovations, nous enrôlant tous comme aide. Béatrice avait élaboré un plan financier détaillé qui tenait compte des besoins de chaque membre de notre petite communauté. Denise et Étienne avaient finalisé les documents juridiques protégeant les droits de chacun. Nous avons fixé une date pour le déménagement, 2 mois plus tard, lorsque les principales rénovations seraient terminées. D'ici là, je prévoyais de vendre ma maison et de régler toutes les questions juridiques liées à la succession de Théodore. À 13h, la sonnette retentit. Je m'essuyai les mains sur mon tablier et allai répondre. Sur le seuil se trouvaient William et Antoine avec leurs femmes et leurs enfants. Mes 5 petits-enfants, de Léo, qui avait 16 ans, à la petite Louise, qui venait d'avoir 5 ans. Mamie. Louise se précipita vers moi et me serra les jambes. Je me penchai et la pris dans mes bras, sentant mon cœur fondre de tendresse. Comme je voyais rarement ces enfants, mes propres petits-enfants. Bonjour, ma chérie. Je l'embrassai sur la joue. Tu as tellement grandi. Les autres enfants s'approchèrent pour dire bonjour aussi, mais avec moins d'enthousiasme. Léo, l'aîné, hocha simplement la tête sans lever les yeux de son téléphone. Les jumeaux, Olivier et Oscar, les fils d'Antoine, me firent un câlin poli, et Emma, la fille cadette de William, m'offrit un sourire réservé. Entrez. Je m'écartai, laissant toute la famille entrer. Le déjeuner est presque prêt. Nathalie sortit de la cuisine, s'essuyant les mains sur un torchon. Les enfants la connaissaient. Les rares fois où il venait nous rendre visite avec Théodore, Nathalie était souvent là. Tati Nathalie. Louise fut une fois de plus la plus enthousiaste, courant vers elle pour un câlin. Bonjour, ma puce. Nathalie prit la petite fille. Qui veut m'aider à mettre la table? Les enfants, à l'exception de Léo qui était toujours absorbé par son téléphone, acceptèrent joyeusement d'aider, suivant Nathalie dans la cuisine. Mes fils, leurs femmes et moi restâmes dans le salon. Un silence gêné s'installa. William se balançait d'un pied sur l'autre. Antoine étudiait ses chaussures, et leurs femmes regardaient nerveusement autour d'elle. Alors, dit finalement William. Tu as l'air en forme, maman. Merci, hochai-je la tête. Les dernières semaines ont été productives. Oui, tu as mentionné un projet avec tes amis. Antoine tenta de montrer de l'intérêt. Le projet Nouveau Départ. Je hochai la tête. Je vous en parlerai pendant le dîner, mais d'abord, que diriez-vous d'un thé? Nous allâmes dans la cuisine où Nathalie et les enfants avaient presque fini de mettre la table. Louise disposait les couverts avec une expression sérieuse, comptant soigneusement pour s'assurer qu'il y en avait assez pour tout le monde. Les jumeaux portaient les assiettes et Emma aidait Nathalie avec la salade. Même Léo avait posé son téléphone et coupait maintenant du pain. Cette vision me réchauffa le cœur. Voilà à quoi devrait ressembler une famille. Tous ensemble, s'entraidant, travaillant vers un but commun. C'est dommage que des moments comme celui-ci aient été si rares dans nos vies. Le déjeuner fut étonnamment agréable. Nous parlâmes de l'école des enfants, du travail de William et Antoine, des derniers films que nous avions vus, du temps, de tout sauf de l'héritage et de mes projets. C'était un accord tacite de ne pas discuter de sujets sérieux. Devant les enfants. Après le déjeuner, Nathalie suggéra que les enfants aillent avec elle dans le jardin pour nourrir les oiseaux et jouer aux vieux jeux auxquels leur père jouait. Ils acceptèrent joyeusement, même Léo, qui semblait fatigué de rester à table avec les adultes. Lorsque nous nous retrouvâmes seuls, l'atmosphère changea immédiatement. La tension qui avait été cachée derrière une conversation polie refit surface. Alors, commença William, se raclant la gorge. Tu voulais nous parler de ton projet? Je hochai la tête et commençai à expliquer l'idée de Nouveau Départ, la maison que nous avions achetée, les gens qui nous avaient rejoints, nos plans pour vivre ensemble.
Je parlais du côté financier, de la structure juridique, de la façon dont notre vie quotidienne serait organisée. Mes fils et leurs femmes écoutaient avec un étonnement croissant. « Et vous avez déjà acheté la maison ?» demanda Antoine quand j'eus fini. « Oui, hochai-je la tête. Nous avons versé un acompte. Nous paierons le reste après avoir vendu ma maison et celle de Raymond. » « Et cette maison ?» William fit un geste autour de la pièce. « Tu l'as déjà mise en vente ?»« Pas encore, mais je prévois de le faire la semaine prochaine. » Il y eut une pause. Je pouvais les voir échanger des regards, leurs esprits s'emballant, essayant de trouver un moyen de tourner la situation à leur avantage. « Maman, » dit finalement William, en essayant de paraître doux. « Nous comprenons que tu veuilles être indépendante, et c'est super. Mais es-tu sûre qu'une étape aussi radicale soit la meilleure solution? Peut-être y a-t-il un compromis. » « Quel genre de compromis suggérez-vous? Demandai-je, même si je connaissais déjà la réponse. « Eh bien, par exemple, tu pourrais vendre la maison, acheter un appartement plus petit, et le reste de l'argent. » Il hésita. « Le partager entre nous. On pourrait t'aider à déménager, à t'installer. Et à gérer l'argent, ajouta Antoine. On pourrait l'investir pour que tu aies un revenu stable. » Je les regardai, me sentant étrangement calme. Malgré leurs assurances de remords, malgré le dîner de famille et la démonstration de sollicitude, ils ne pensaient toujours qu'à l'argent. Non, je secouai la tête. Ma décision est finale. Je vends la maison et l'argent ira à Nouveau Départ et à d'autres causes que je juge importantes. Quelles autres causes? Demanda sèchement Vanessa, rejoignant la conversation pour la première fois. Je donne une partie de l'argent à une fondation qui aide les personnes âgées, répondis-je. Celles qui n'ont pas de famille ou de moyens pour vivre dignement leur vieillesse. Tu donnes notre argent à la charité, s'exclama Antoine avec indignation. Ce n'est pas votre argent. Je le regardai droit dans les yeux. C'est mon argent et l'argent de votre père, qui, soit dit en passant, aurait entièrement soutenu ma décision. Papa voudrait que tu t'occupes de la famille, objecta William. C'est exactement ce que je fais. Je hochai la tête. Je m'occupe de ma famille. Les gens qui étaient là pour moi et votre père pendant les moments difficiles. Les gens qui sont venus à ses funérailles, contrairement à ses fils. Mes mots firent mouche. William et Antoine baissèrent les yeux, leurs femmes semblant mal à l'aise. On s'est déjà excusé pour ça, marmonna William. Excuse acceptée. Je hochai la tête. Mais ça ne change pas ma décision. Et les petits-enfants? Demanda Jeanne, la femme d'Antoine. As-tu pensé à eux? Bien sûr, je souris. Comme je l'ai dit, Théodore a laissé à chacun d'eux 10 000 € pour leurs études. Cet argent les attendra quand ils iront à l'université. Seulement 10 000 €, demanda Vanessa, incrédule. C'est une goutte d'eau pour une bonne éducation. Alors, il faudra que vous commenciez à épargner vous-même, je haussai les épaules, comme le font la plupart des parents. La conversation s'arrêta. Je pouvais voir la déception et la colère sur leur visage, mais aussi la compréhension qu'ils ne pouvaient pas changer ma décision. « Eh bien, » dit finalement William en se levant. « Je suppose que nous devrions y aller. » Sitôt. Je me levai aussi. Les enfants viennent de commencer à jouer dans le jardin. « On a des choses à faire, » dit-il en évitant mon regard. Léo doit réviser pour un examen et les jumeaux ont entraînement de foot. Je savais que c'était des excuses, mais je n'ai pas discuté. Ils étaient déçus et en colère, et ils avaient besoin de temps pour accepter ma décision, ou pour s'éloigner de moi pour de bon. Nous sortîmes dans le jardin où Nathalie et les enfants étaient absorbés par une partie de cache-cache. Louise venait de trouver Olivier caché derrière un rosier et le ramenait à la base avec un cri triomphant. « Les enfants, il est temps de partir, » annonça William. « Mais papa, » protesta Emma. « On vient de commencer à jouer. » « Une autre fois, » dit-il fermement. « Préparez-vous. » Les enfants obéirent à contre-cœur, disant au revoir à Nathalie et à moi. Louise me serra fort dans ses bras, ne voulant pas me lâcher. « Je veux rester avec mamie, » dit-elle, presque en pleurant. « Une autre fois, ma chérie, » dit Vanessa en la tirant loin de moi. Mamie est très occupée avec son nouveau projet. Il y avait du venin dans sa voix, mais je l'ignorais, me penchant vers ma petite fille. Je suis toujours heureuse de te voir, Louise. Et toi aussi, Emma, et vous les garçons. Venez me voir quand vous voulez. On verra quand on aura le temps, dit froidement Jeanne en poussant les jumeaux vers la voiture. Je restai sur le porche,
les regardant s'éloigner. Une partie de moi ressentait une profonde tristesse. Mes propres enfants, mes petits-enfants partaient, peut-être pour longtemps. Une autre partie ressentait un étrange soulagement. Plus besoin de prétendre que nous étions une vraie famille, qu'il y avait de la chaleur et de la proximité. Entre nous. Alors, demanda Nathalie quand les voitures disparurent au coin de la rue. Comme je m'y attendais, soupirai-je. Ils espéraient toujours l'argent, et ils sont très déçus de ne pas l'obtenir. Ils s'en remettront, Nathalie posa sa main sur mon épaule. Ou pas. Quoi qu'il en soit, tu as fait le bon choix. Je sais, hochai-je la tête. C'est juste triste de voir ce que notre famille est devenue. Tu auras une nouvelle famille. Nathalie me serra les épaules. Des gens qui tiennent vraiment à toi. Je souris, sentant le poids se lever de mon cœur. Elle avait raison. J'aurai une nouvelle famille. Une famille que j'avais choisie et qui m'avait choisi.